qui interpelle une enquête sur les discriminations que subissent des Français de confession musulmane. Il s'appelle Mourad Samira Karim. Ces citoyens sont banquiers, fonctionnaires, professeurs. Ils racontent leur malaise face à la défiance qu'ils pensent susciter. Ils dénoncent une atmosphère suffocante, une assignation ou encore un immense gâchis. Avec nous pour en parler, Olivier Estevez, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes professeur des universités de Lille, spécialiste du monde anglophone. C'est intéressant, on va parler du monde anglophone par rapport au monde francophone, de l'ethnicité, de l'immigration. Et avec nous, Alice Picard, enseignante agrégée des sciences économiques et sociales et chercheuse associée au laboratoire à Rennes. Vous êtes tous les deux co-auteurs du livre, donc, La France, tu l'aimes, mais tu la quittes, enquête sur la diaspora française musulmane. C'est aux éditions du Seuil. Olivier Estevez, votre enquête sociologique s'appuie sur un échantillon quantitatif de plus de 1000 personnes. Signalons-le, 140 entretiens approfondis. Vous avez pris le temps, tous ont quitté la France. Ils ne se connaissent pas. A priori, quel est le dénominateur commun? Quels sont ces sentiments qu'ils ressentent toutes et tous? Alors, c'est difficile de brosser un portrait comme ça de toutes ces personnes prises ensemble, mais disons que l'élément principal en fait qui va résumer les trajectoires personnelles de ces personnes-là, c'est quand même souvent effectivement des vécus émaillés de discrimination, d'islamophobie, donc vécus effectivement à la fois à travers des discours médiatiques et des discours politiques qui souvent se répondent un peu l'un l'autre. Après, il ne faut pas non plus oublier qu'on a une minorité substantielle de personnes qui ont quitté la France, pas nécessairement pour ces raisons-là, mais qui, une fois la France quittée, ont réalisé qu'en fait, elles avaient considéré en France comme banales des choses qu'elles considèrent désormais comme inacceptables depuis qu'elles habitent au Canada ou en Grande-Bretagne. Pas forcément parti pour les discriminations. Tout à fait. Mais pour tenter une expérience. Voilà, tout à fait. Ouais. On a 14 raisons. Alors peut-être que, je sais pas, Alice, tu veux dire 2-3 mots de... Non, c'est intéressant. Okay, c'est intéressant sur le côté, c'est à l'étranger que beaucoup retrouvent leur francité, en fait. On les appelle presque les Frenchies, en fait, une fois qu'ils sont à l'étranger, ce qui ne leur arrivait pas en France. Ben, exactement. En fait, c'est un peu le paradoxe, c'est qu'il a fallu que ces personnes quittent la France pour que on les reconnaisse par leur accent, par leurs habitudes aussi alimentaires, culturelles, et que effectivement, il y a le cas d'une enquêtée qui dit tant que j'étais en France, on ne voyait que mon voile, que mon foulard, et donc maintenant elle travaille dans un hôpital et elle raconte ce moment où en fait on la désigne comme the French woman. Ouais, la française, c'est ça surprend. Oui. Alors, ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a quantité de ces personnes qui ont été pointées du doigt comme étant l'arabe ou le musulman ou la musulmane. Et quand ces personnes-là arrivent à Montréal ou à Bruxelles ou à Genève ou à Londres, ces personnes-là nous disent, pour beaucoup d'entre elles, moi, je tuerais pour une raclette, quoi, en fait. Ça peut sembler anecdotique de dire ça, mais... Je tuerais pour une raclette, ça veut dire que ce qui ressort, c'est que certains et certaines de ces Français et Françaises partent avec un souvenir. Hein. Ça peut être un passe culturel, ça peut être... Il n'y a pas de raison d'être surpris de ça, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui, pour l'écrasante majorité d'entre elles, sont nées en France. Ont été ça traduit un déchirement, quand même. Ouais, tout à fait, carrément, mais je veux dire, elles sont nées en France, le Canada attire beaucoup plus d'ailleurs que les États-Unis. Enfin, il y a cette association des États-Unis, je sais pas moi, gun culture, et puis la difficulté effectivement d'arriver à faire son trou aux États-Unis. Effectivement, le Canada, alors il y a également le Québec, effectivement, qui met en place... D'ailleurs, il y a l'anecdote, je le dis, parce que nous sommes la chaîne de la francophonie, où une jeune femme qui a quitté la France se retrouve au Québec, et une caissière face à elle, qui lui dit bienvenue, mais pour la remercier, en fait. Hein, c'est la traduction, les Québécois disent parfois pour remercier you're welcome, c'est-à-dire bienvenue. Il y a ce quiproquo. Les destinations, donc vous les avez citées, vous êtes spécialiste du monde anglophone. Pourquoi cette différence entre le monde anglo-saxon et la France? À un moment donné dans le livre, vous dites que parfois vous parliez du port du voile, que pour les responsables politiques, les nouvelles générations, comme peut-être les anciennes, mais depuis 20 ou 30 ans, avec notamment la défense de la loi de 1905 sur la laïcité, une femme qui porte le voile ou un homme qui pratique, c'est vu comme quelqu'un finalement qui défie la République en elle-même.
Oui, alors bon, c'est difficile de résumer. Alors d'abord, on préfère de très loin parler de pays anglophones plutôt que de pays anglo-saxons, hein. Quand on utilise les pays anglo-saxons, les médias, les politiques, souvent ça dit plus de choses sur la France que sur les pays eux-mêmes. C'est difficile de résumer les pays anglophones dans leur entièreté. L'Australie d'ailleurs, qui est citée aussi dans votre livre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à travers un certain nombre de controverses qui quand même durent depuis 35 ans en France. La première affaire dite du voile à Creil, c'est 1989. Ça fait 35 ans qu'on ne sort pas effectivement de cette litanie d'affaires autour de la laïcité. On a des enquêtés qui nous disent, en fait, la Grande-Bretagne, elle est plus laïque que la France. Plus laïque que la France au sens où effectivement la laïcité qui n'existe pas là-bas, puisque l'État de fait n'est pas laïque, l'État est organiquement lié à la religion établie qui est le protestantisme anglican, mais il y a une laïcité qui se déploie comme une liberté de religion. Elle est plus inclusive, vous voulez dire. Tout à fait, c'est une liberté de religion. Il y a des policiers britanniques avec le sikh, il y a des femmes voilées dans l'administration publique. Juste sur la question, parce que c'est l'un des reproches qu'on vous fait, celui de la victimisation, et j'aimerais lire ce que vous dit un des enquêtés, comme vous disiez, Alice Picard, qui dit « Je suis un transfuge de classe », donc la plupart de ceux que vous avez rencontrés, même s'ils sont là 50 pour 50% diplômés et qui ont fait bac plus 5 pour 50%, dit « J'ai toujours été opposé au discours victimaire de mes copains d'enfance, convaincu que la République pouvait tout nous offrir à condition de le vouloir, mais aujourd'hui je souscris à 100% à leur discours ». C'est un aveu quand même assez édifiant. Et c'est d'autant plus paradoxal que c'est aussi des personnes qui reconnaissent qu'elles doivent beaucoup, notamment à l'école publique, à l'université publique, et c'est là parfois qu'on parle de brain drain ou de fuite des cerveaux, parce que c'est des personnes qui ont été formées à l'école publique. Et qui sont reconnaissants, qui le disent. Et voilà, et qui effectivement ont acquis des connaissances et des compétences qu'elles vont faire valoir sur le marché de l'emploi à l'étranger, et qui disent c'est du gâchis. Vous avez cité l'affaire de Creil, il y a bien entendu d'autres tournants, notamment les attentats 2015. C'est à partir de ce moment-là aussi que ça accélère, qu'il y a cette atmosphère, entre guillemets, pour les personnes qui s'en plaignent, suffocante. Oui, alors si effectivement notre échantillon de 1070 personnes est le reflet donc objectif de la réalité, ça personne ne peut le savoir, ni nous-mêmes, ni nos détracteurs, il apparaît clairement qu'effectivement il y a 68% dit les attentats de 2015 et puis ce qui a suivi 2016. Mais c'est quoi la répercussion? C'est que c'est la demande de se justifier, de se désolidariser, de se condamner le matin en arrivant au travail, c'est les regards, c'est ça, et puis c'est aussi des fois des événements beaucoup plus traumatiques, hein. Une femme qui porte un hijab et qui se fait cracher dessus dans la rue et qui après reste 2 semaines chez elle sans bouger et décide ensuite de quitter le pays pour aller à Birmingham. Donc justement la personne dont tu parlais et qui est maintenant sage-femme à Birmingham. Donc c'est un exemple parmi d'autres, quoi. Mais il y a quand même un état de droit. Ces personnes, elles ont des recours, le font-elles? Est-ce qu'il y a un silence, une omerta autour de cette question? Il y a un cas, une personne qui nous a dit qu'elle avait été victime d'une perquisition et qui a fait valoir effectivement ses droits auprès du tribunal administratif, le tribunal a reconnu effectivement qu'il n'y avait pas de raison de le perquisitionner, mais le mal était fait. C'est-à-dire que, en fait, il a dit, OK, j'ai été dédommagé, mais ça ne couvre pas le coût des séances chez le psychothérapeute ensuite. Parce que c'est traumatisant. Il compare ça à ce qu'on voit dans les films, les forces de l'ordre qui frappent à la porte le matin, qui arrivent armés, etc. Et ça traumatise la personne en elle-même, mais aussi ses proches, sa famille, et puis toutes les personnes. Mais dans quel cadre la perquisition? Dans le cadre de l'état d'urgence qui a permis de perquisitionner chez 4000 personnes, si je me souviens bien des chiffres. En fait, cette personne qui est de La Rochelle au départ était coordonnée, en fait, une association culturelle musulmane qui a été dans le collimateur visiblement des forces de l'ordre qui effectivement ont perquisitionné dans des conditions... Accusés d'entrisme. Oui, voilà, ce genre de choses. Alors c'est un cas parmi plein d'autres. En l'occurrence, c'est un cas qu'on a nous-mêmes interrogé. Mais... Il y a la circulaire aussi de Claude Guéant qui revient, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est cité parfois dans votre livre, qui a été abrogé, je crois. Oui, alors moi, ce dont je me souviens beaucoup plus précisément, c'est la blague, alors je n'ose pas dire la petite blague, parce qu'elle a eu un impact très délétère, en fait. C'est la blague de Brice Hortefeux, en fait. Quand il y en a un, ça va, mais c'est quand il y en a plusieurs que ça ne va pas. Il y a plusieurs enquêtés qui ont clairement vécu ça comme un affront personnel. Ils ne disaient pas musulmans, ils disaient arabes. Oui, tout à fait. Mais voilà, il y a Mais bon. Il y a un jeune Comorien aussi qui témoigne auprès de vous. Le profil, ce sont des jeunes issus de l'immigration maghrébine. Vous avez aussi travaillé sur les jeunes issus de l'immigration subsaharienne.
Un petit peu. Après, les personnes qu'on a touchées, elles sont représentatives aussi des musulmans et musulmanes de France, où à 70%, c'est des personnes d'origine maghrébine, effectivement. Donc nous, c'est ça aussi. Alors on a fait un effort quand même pour aller chercher d'autres profils. Et donc effectivement, on a quelques personnes issues d'Afrique francophone, enfin subsaharienne, quelques personnes des Comores, quelques personnes turques, mais sinon dans leur grande majorité, oui, c'est des... Est-ce que vous êtes tout? Allez-y. Pardon, on a juste une surreprésentation assez nette dans les entretiens, une surreprésentation des personnes converties. Il y avait vraiment une vraie volonté parmi les personnes converties de témoigner de ce que ces personnes ont vécu en France. En fait, leur vécu de la discrimination et de l'islamophobie a été particulièrement violent parce que particulièrement abrupt. Lorsque vous naissez en tant que Christophe ou en tant que Sandrine, vous êtes socialisé, vous êtes né dans le groupe majoritaire, tout va bien, enfin voilà. Et après, une fois que vous êtes converti, surtout quand vous êtes une femme qui porte un hijab, parce que quand vous êtes un homme que vous appelez Christophe et que vous avez une grosse barbe, vous pouvez passer pour un hipster, donc c'est cool, c'est la mode. Par contre, quand effectivement vous portez un hijab, c'est pas exactement la mode, surtout en France. Juste sur la question de, puisque vous parlez cette fois des convertis et des prénoms, certains changent de prénom, il y en a dans leur livre, d'ailleurs ça fait tout un débat en France, hein, avec la polémique initiée par Éric Zemmour, hein, qui avait appelé en face de lui, il a d'ailleurs été condamné pour ça, une jeune femme à dire qu'un autre prénom lui irait mieux. Qu'avez-vous à nous dire sur ce sujet du changement de prénom? Est-ce que ça change ou pas? On a une enquêtée qui nous dit qu'à l'issue de candidatures qui n'ont pas connu de succès, enfin de très nombreuses candidatures, et alors déjà qu'elle nous disait que il y a plein de choses qu'elle disait pas sur son identité musulmane, elle s'est dit bon, je vais tenter, je vais franciser mon prénom. Et l'effet a été assez radical et immédiat. Elle est à San Francisco. San Francisco. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec les personnes que vous avez rencontrées? Est-ce que ça a changé? En même temps, celles que vous avez rencontrées, ceux qui sont à l'étranger, mais en France, est-ce que vous pensez que depuis les attaques du Hamas en Israël, ça a exacerbé encore un peu plus cette atmosphère? D'ailleurs, le Gilles Kepel parle de djihadisme d'atmosphère. Là, on vous parle plus d'islamophobie d'atmosphère. En tout cas, comme l'enquête s'est arrêtée avant, on ne sait pas dire, on peut faire l'hypothèse, et en tout cas, depuis que le livre est sorti, on a des échos, on a des personnes qui nous écrivent, qu'on connaît personnellement ou pas, et qui nous disent, en fait, c'était déjà suffocant avant, mais alors maintenant, c'est encore pire, et qui préparent leur départ. En fait, ils revendiquent le droit à l'indifférence, y compris de ne pas forcément se positionner sur un conflit qui a lieu... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, cette expression du droit à l'indifférence, elle est absolument cruciale. Hein. Bon, voilà, on la reprend d'une collègue états-unienne, en l'occurrence, mais je pense qu'elle est vraiment, enfin, ce droit est vraiment défendu par les personnes à qui on a parlé, et aussi le droit à l'égalité, en fait. C'est-à-dire que c'est pas demander des privilèges spécifiques, c'est demander vraiment une égalité de traitement qui passe d'abord effectivement par la non-discrimination. Si je peux revenir 30 secondes, si on a le temps, c'est ce qui nous reste sur les prénoms. On a parlé à une personne qui avait habité plusieurs années à Ottawa et qui maintenant habite à Bruxelles et qui s'appelle, enfin son pseudo c'est Pauline, elle est d'origine du Maghreb et ses frères ont tous des prénoms à consonance arabe et elle a un prénom à consonance française. Et elle nous dit en entretien, elle nous redit, voilà, moi ma vie... Parce qu'elle l'a changé? Voilà, non, elle n'a pas changé, c'est ses parents qui ont donné ce prénom-là. Et elle nous redit, mais ma vie a été radicalement différente de celle de mes frères, alors qu'en fait en France on est en démocratie normalement. Ça doit nous faire réfléchir collectivement. D'ailleurs, vous évoquez maintenant, et vous dites que des parents donnent des noms qui sont moins identifiés à une appartenance à un pays du Maghreb ou autre, avec des prénoms plus mixtes, on va dire, qui sont de plus en plus usités, utilisés, si l'on peut dire. Merci beaucoup, Alice Picard, et merci